Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le principe de superposition. Alors, donc rappelez-vous qu'on peut avoir une particule qui est dans l'état 1, c'est une particule qui passe par la fente 1, ou l'état 2, une particule qui passe par la fente 2, dans l'expérience de Young. Mais si on avait uniquement ces deux états-là, on aurait des particules qui passent toujours par une fente précise, elles se comporteraient comme des corpuscules et nous n'aurions jamais d'interférence. Nous avons donc l'état aussi où la particule passe par les deux fentes à la fois, elle se comporte comme une onde avec interférence. Nous l'avions noté état F. Alors, est-ce qu'on peut exprimer cet état en fonction des deux autres? La réponse est oui, de manière assez évidente d'ailleurs. Si on regarde l'amplitude pour que la particule arrive en X en partant de l'état F, c'est-à-dire arrive en X en partant de 1 ou de 2, en passant par une des deux fentes, et nous savons que c'est la somme des amplitudes, x1 plus x2. On peut mettre x en évidence, donc c'est x fois, en quelque sorte, 1 plus 2. Et donc on peut écrire que l'état F, est simplement 1 plus 2, en utilisant les règles habituelles de distributivité, pour les opérations de multiplication, d'addition, etc. Donc F est la somme ou la superposition des deux états où ils passent par une fente ou l'autre. C'est assez évident. D'une manière générale, si un système quantique quelconque peut être dans un état A ou bien dans un état B, on peut toujours s'arranger pour avoir une situation où il se retrouve dans un état A plus B. Et même de manière plus générale, CA plus DB. C et D étant ici de simples nombres, des nombres complexes, quelconques. Avec une toute petite restriction, n'oublions pas que le carré des amplitudes, c'est les probabilités, et que le total des probabilités doit toujours faire 100%. Si on dit que la particule passe par une des deux fentes, ben, la probabilité qu'elle passe par une fente ou l'autre, la probabilité totale doit être 100%. Si on dit que la particule est à tel ou tel endroit, ben, la probabilité que la particule soit quelque part est de 100%, c'est-à-dire 1. Donc ça apporte une petite contrainte, une constante multiplicative sur cette somme, mais bon, ce n'est pas extrêmement important, nous n'aurons jamais à insister beaucoup là-dessus. Alors, ce principe, on peut additionner les états pour trouver un autre état, est appelé principe de superposition. Et ça découle encore une fois du côté de l'aspect ondulatoire. Les ondes, on peut les additionner. C'est ainsi que l'on a des interférences. Nous avions vu tout cela. Donc, le principe de superposition des états, c'est simplement principe de superposition des ondes. Alors, un petit détour technique, mais dans lequel nous n'entrerons pas dans le détail, c'est que si on a un état psi quelconque, on voit multiplication, addition des états et les amplitudes. Un mathématicien reconnaît là que les états se comportent comme des vecteurs. C'est la même façon de les manipuler que des vecteurs, les fameuses flèches que nous avions vues, avec le fameux parallélogramme pour les additionner. Et donc, que l'ensemble des états possibles appartient à un ensemble de vecteurs à
appelé espace vectoriel. Et ici, il est plus exactement appelé un espace de Hilbert. Il y a énormément de mathématiques là-dedans, des livres entiers, mais au moins retenons le nom, parce qu'on le rencontre partout. En mécanique quantique, il est partout. Donc les états appartiennent à un espace de Hilbert, souvent noté H, évidemment, pour la première lettre. C'est un espace vectoriel, complexe, avec un produit scalaire. Alors, qu'est-ce que le produit scalaire? C'est une règle qui permet de multiplier des vecteurs entre eux. Et le produit scalaire de deux vecteurs, disons A et B, ce n'est rien d'autre que nos amplitudes. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces espaces de Hilbert, à part la notion de base. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, le nombre de dimensions de cet espace peut être fini ou infini. Ce n'est pas l'espace ordinaire dans lequel nous sommes avec ces trois directions. C'est un espace d'objets mathématiques appelé vecteur. Et le nombre de dimensions peut être fini ou infini parce qu'il correspond en somme au nombre d'états, au nombre de variables que l'on rencontre pour un système donné. Alors, un autre point important qu'on doit voir, celui-là est capital, c'est que un espace vectoriel a toujours des bases. Alors là, nous allons prendre l'espace ordinaire pour le donner comme exemple. Donc, supposons que vous ayez l'espace ordinaire avec la direction horizontale. Pour le dessiner sur le tableau, on va prendre que deux directions, pas la troisième direction de l'espace, ça sera plus facile. On a une direction horizontale et une direction verticale. Et on a un vecteur quelconque. On peut choisir deux vecteurs dans les deux directions appelés vecteurs de base. En général, on les choisit perpendiculaires et leur grandeur est choisie égale à 1, l'unité. Et simplement, en multipliant ces vecteurs, puis en les additionnant, on retrouve n'importe quel vecteur dans l'espace. Donc, ça permet de simplifier les calculs, parce que bien souvent, on peut faire les calculs uniquement avec des vecteurs de base. Donc, on a les vecteurs de base. En les additionnant, on peut retrouver n'importe quel vecteur. Tout vecteur peut s'exprimer comme une combinaison des vecteurs de base. Et un théorème en mathématiques dit que tout espace vectoriel a une infinité de bases. Alors, quelle forme ça prend ici? On va avoir un certain nombre de vecteurs, A, d'état, B, C, etc. Leur nom, c'est toujours la dimension de l'espace, qui sont des vecteurs, des états de base, et avec la propriété que l'amplitude AA est égale à 1, c'était des états, des vecteurs unités, et que l'amplitude, par exemple, AB, égale 0. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'équivalent des vecteurs perpendiculaires ici. Ça signifie que les états A et B sont mutuellement exclusifs. Si on est dans un état, là, on ne peut pas être dans l'autre état. Alors, le plus simple, c'est de donner un exemple. Par exemple, les positions. La particule peut être au point x1, ici par exemple, au point x2, elle est là-bas, ou elle peut être au point x3, là-bas, etc. Il y a une infinité de positions possibles, bien sûr.
Voilà un exemple où il y a une infinité de vecteurs de base et donc un nombre de dimensions infini pour l'espace de Hilbert. Donc ce sont des vecteurs effectivement, et ça représente des états où la particule est à une position précise. Donc évidemment, x1, x2, l'amplitude égale 0. Parce que si on sait qu'elle est en x2, si on sait que la particule elle est là-bas, et qu'elle est nulle part ailleurs, et qu'on demande quelle est la probabilité qu'elle se trouve ici, ben c'est 0. Parce qu'on a choisi des états de position précise. On peut aussi choisir, par exemple, des impulsions précises. P1, P2, P3, etc. Une infinité aussi. Des états d'impulsion précises. C'est une autre base. Alors, ces deux bases sont différentes, puisque nous savons qu'à cause du principe d'indétermination, une particule qui est à une position précise ne peut pas avoir une impulsion précise. Donc ça ne peut pas être les mêmes états. Ça ne peut pas être la même base. Ce sont deux bases qu'on rencontre très couramment. Celle-ci est appelée la base position, bien entendu, et celle-ci la base impulsion. Alors, tout état, comme ici, avec nos vecteurs dans l'espace, peut se présenter comme une combinaison. A fois x1, par exemple, plus b fois x2, plus, etc. Donc on peut représenter tout état comme une somme des états de base. Donc quel que soit l'état de la particule, elle est quelque part, on peut la représenter comme une somme d'états de position précise. Je pense que c'est assez simple. Alors si on prend le produit scalaire, c'est-à-dire les amplitudes, on prend le produit scalaire, on peut calculer les valeurs de A et B. Alors, je vous fais grâce du calcul, mais c'est simple. Le résultat, c'est A, par exemple, ici, est égal à x1 psi. C'est-à-dire que les coefficients qu'on retrouve ici, dans le développement, est appelé, c'est l'amplitude que la particule a d'être à x1 si elle est dans l'état psi. C'est donc simple. Et donc les probabilités. Donc on fait une somme pondérée des différentes positions possibles, pondérée par les amplitudes ou les probabilités. Si elle a beaucoup plus de chances d'être dans cette petite zone, les termes ici auront des coefficients beaucoup plus grands. C'est assez simple. De même, un état d'impulsion précise peut s'exprimer comme une somme d'états de position. Et un état de position précise peut s'exprimer comme une somme d'états d'impulsion. Alors voyons ça un peu plus près. Supposons que j'ai une particule qui est à deux endroits en même temps. Elle est là et elle est là. x1 plus x2. Ça vous paraît bizarre, une particule qui est à deux endroits en même temps? C'est pas plus étrange que la particule qui passe par deux fentes. Et x1 plus x2, c'est jamais que notre principe de superposition. On peut exprimer cet état superposé aussi comme une somme d'états d'impulsion. P1 plus quelque chose fois P2, etc. Mais rappelons-nous qu'un état d'impulsion précise correspond à une longueur d'onde précise. Donc, un état de basse impulsion correspond à une onde sinusoïdale. Et une telle somme, c'est jamais que faire la somme de toutes sortes d'ondes sinusoïdales, dont la somme est un état
avec deux pics, la particule est en x1 et en x2. Et ça, rappelez-vous, c'est une transformée de Fourier. L'espace des longueurs d'onde, l'espace des positions. Donc, passer d'une basse position à une basse impulsion, c'est effectuer une transformation de Fourier. Pour les mathématiciens, c'est assez facile. Donc, ça ne se limite pas qu'au paquet d'ondes. Bien entendu, comme nous avons vu cet exemple avec le paquet d'ondes, mais toute onde peut s'écrire sous cette forme, à quelques restrictions mathématiques près. Et donc, c'est simplement une somme d'ondes sinusoïdales et une onde position avec deux pics. Notez que sous cette forme ondulatoire, le fait que la particule soit à deux endroits est tout de suite moins bizarre. Bien sûr, si on raisonne en termes de corpuscule, c'est étrange, une particule qui est à deux endroits en même temps. Par contre, si c'est une onde répartie, elle a deux bosses, à deux endroits. C'est tout de suite moins étrange de raisonner en termes d'ondes. C'est pour ça que je vous conseille souvent de considérer les particules quantiques comme étant des ondes non classiques. Rappelons-nous, c'est jamais des ondes totalement classiques. Mais c'est plus facile, plus intuitif de raisonner en termes d'ondes qu'en termes de corpuscules qui sont très trompeurs. Les ondes posent beaucoup moins de problèmes. Voilà, nous sommes presque au bout de cette petite excursion un peu abstraite. Et nous allons bientôt revenir à des choses un peu plus concrètes. Je vous remercie.